Bonjour à tous, comme vous l'aurez compris, nous allons donc parler de post-traitement pour l'impression 3D, en tout cas dans ce premier numéro. Donc là, voici quelques pièces imprimées, donc imprimées en FDM, 0,2 mm de hauteur de couche me semble-t-il. Donc là pour l'instant elles sont brutes, sortent juste d'impression, donc là j'ai juste collé les oreilles qui étaient en 3 parties, la tête et les 2 oreilles. Donc voilà, là on voit déjà quelques petites marques. On peut voir que l'impression elle est pas parfaite, évidemment, c'est très souvent le cas. Donc la première chose qu'on va faire, c'est mettre un coup de primaire ou d'après. Là j'ai choisi celui d'Action en bombe, qui est pas cher, qui fonctionne très bien. Donc voilà, en bombe l'important c'est de bien le secouer. Là moi je l'avais secoué avant, donc prenez bien le temps, une bonne 30-40 secondes pour bien l'agiter, pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux, de trucs de machin. Un petit pchit dans le vide, toujours, pour amorcer la buse. Et donc après on pulvérise à une vingtaine de centimètres à peu près, par petits voiles, histoire de pas faire de grosses coulures dégueulasses, et puis de couvrir tout ça gentiment. Donc là le but de toute façon c'est pas de mettre un après pour peindre direct derrière, mais c'est surtout pour faire ressortir un petit peu les défauts et unifier un peu tout ça, vu que l'impression a été faite avec plusieurs filaments différents. Donc après on peut, voilà, enfin là j'ai choisi en bombe, mais on peut le faire avec l'aérographe ou n'importe quoi, peu importe. Donc bon, voilà. Alors surtout, faites pas comme moi, n'oubliez pas les petits détails, parce que tant qu'à faire, quitte à passer une couche de primaire, autant la passer à peu près partout, donc là la bouche par exemple. Donc voilà, là les pièces, elles viennent juste d'être apprêtées. On voit encore un petit peu la couleur au travers, mais c'est pas très grave. Là vraiment, comme je le disais, c'est juste pour unifier un peu l'ensemble, et puis pour pour faire apparaître les défauts qu'on n'aurait pas forcément vus à l'œil nu. Il y a des filaments comme le blanc ou le silk comme celui-là là, qui ont tendance à cacher un peu les défauts, ou en tout cas pas les mettre en évidence. Une fois sec, on obtient quelque chose à peu près comme ça. Donc là, on voit très bien les petits défauts, on voit énormément les traces d'impression qu'on ne voyait pas avant. C'est le but, de toute façon. Donc là, le principe, c'était vraiment de mettre ces petites choses là en évidence. Donc bon, suivant les pièces c'est différent. Là on peut voir que c'est franchement dégueulasse. D'autres sont un peu mieux. Ici voilà, le dessus on en reviendra plus tard. Le côté on a pas mal de stries d'impression. On va s'occuper de ça après aussi. Il y a des marcations des pièces qui sont collées, et puis il y a d'autres pièces un petit peu comme celle-ci qui sont plus propres, ou en tout cas, la texture permet d'avoir quelque chose de plus acceptable. Donc la première chose qu'on va faire, c'est passer au ponçage, Donc toujours commencer pour ma part au 180, c'est suffisamment épais, et généralement je mets un deuxième petit coup au 400 pour lisser un peu plus là où c'est nécessaire. Donc là après à vous de voir. Là c'est juste une première passe au 180. Il y a encore plein de petits défauts. Là c'était vraiment histoire d'enlever le gros. Le 180 c'est vraiment à ça que ça sert, enlever les grosses traces. Là il y a des tout petits interstices, des toutes petites choses, pas forcément très accessibles avec du papier de verre. Donc moi personnellement j'utilise des limes, comme ça, des petites limes en fer. Franchement c'est vraiment beaucoup plus pratique pour accéder à des petites zones. Ça se vend généralement en paquet de 5-6, ça coûte rien du tout et c'est franchement pratique. Une fois le ponçage fait, donc cette fois-ci avec les limes, avec le 180, avec le 400, bon là pour l'instant on cherche encore une fois pas quelque chose de parfait, en plus le modèle pour le coup nécessite pas forcément un traitement de surface qui soit vraiment nickel, donc là on va s'occuper des jonctions. Donc on peut utiliser plusieurs types d'enduits ou de putty. Moi pour ma part j'utilise le Tamiya Putty, qui est très bien, mais il y en a d'autres. Il y en a qui sont lissables avec de l'eau. Celui-ci, par contre, on le lisse à l'acétone. Donc je le rappelle, mais l'acétone, travailler dans une pièce bien ventilée ou et avec un masque, parce que d'une part ça pue, et en plus c'est pas terrible pour les poumons. Moi je le mets dans une petite soucoupe comme ça, là le couvercle du pot où je mets l'acétone, pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est plus facile de l'atteindre, la deuxième c'est que ça sèche assez vite et que ça devient pâteux. Donc c'est mieux de travailler comme ça par petites touches.
J'utilise un outil de sculpture, mais on peut le faire à peu près avec n'importe quoi, hein, avec un cure-dent, avec je sais pas moi le dos d'une cuillère, un bout de pinceau, enfin avec ce que vous voulez, suivant la précision dont vous avez besoin. Là pour ce modèle précisément, la précision c'est pas non plus vital, on n'a pas besoin d'une surface hyper nette, on n'a pas besoin de faire quelque chose de super précis. Donc dans l'idée, on tartine assez épais dans le sens où il risque toujours d'y avoir un petit peu de retrait. C'est valable pour tous, pas uniquement pour celui-là. Celui-là d'ailleurs, je trouve qu'il fait un petit peu moins de retrait que les poutis qui sont miscibles à l'eau. C'est un avis perso, hein. Moi personnellement j'aime bien celui-là. En plus il est gris, donc ça permet avec l'après d'avoir un sentiment final assez propre. Vous pouvez voir que j'y vais pas forcément avec beaucoup de délicatesse. On tartine ça relativement copieusement, le but étant de masquer le trou et puis de faire une jointure qui soit à peu près propre, quoi. On a mis le poutis tout autour, et donc là maintenant, je viens avec un pinceau légèrement imbibé d'acétone, hein, faut pas y aller trop fort, parce que d'une ça risque de renforcer le retrait, c'est-à-dire que si vous humidifiez un petit peu trop à l'acétone, euh, en fait les creux ils vont réapparaître, parce que vu que le produit va devenir trop liquide, ça va se réinfiltrer dans les trous. Donc là concrètement, voilà, j'y vais par petites touches. Comme je vous le disais tout à l'heure, suivant les poutis, on peut le lisser à l'eau. Avec celui-ci, c'est de l'acétone. Donc on y va doucement avec un pinceau. L'avantage c'est qu'après, une fois on rince le pinceau à l'acétone, c'est comme si c'était rien passé. Le pinceau est nickel et pourra resservir sans problème. Et puis bon, avec le pinceau, on a quand même un peu de contrôle pour faire quelque chose d'assez propre. Et on n'a pas besoin, sur ce modèle précis, d'avoir quelque chose de vraiment lisse ou de vraiment ajusté, donc c'est pas très grave, c'est pour ça que j'y vais un peu largement, on va dire. Mais on peut très bien faire quelque chose de très très propre. D'autant qu'après on peut le reponcer une fois sec. Là, on a vu pour le poutis, maintenant on va s'occuper du socle. Pour l'instant, on va s'occuper surtout d'ailleurs des petits rebords du socle. On verra après une autre méthode pour s'occuper des parties où il y a beaucoup de texture. Donc moi j'utilise ça, un enduit de lissage, là-bas c'est pour le placo. Pourquoi j'utilise ça? Parce que s'il y a très peu de retrait, ça sèche relativement rapidement, ça se ponce assez facilement, ça accepte très bien la peinture ou l'après par-dessus, ça accroche nickel, c'est facile à poser, ça coûte pas très cher, donc on peut tartiner des grosses zones avec sans avoir trop mal au portefeuille. Voilà, donc c'est pour cette raison que j'utilise celui-là, pas celui-là précisément d'ailleurs, dire pas de marque dédiée, n'importe quel enduit de lissage fera le boulot. Après, honnêtement, prenez plutôt un enduit de lissage qu'un enduit de remplissage, ça fonctionne mieux, c'est plus facile à travailler, c'est plus facile à poncer. Après, bon voilà, certains utilisent, je sais pas moi, de la pâte à bois, ou même un enduit polyester, c'est tout à fait possible, si vous avez besoin de beaucoup de résistance mécanique. Là pour ce projet c'est pas le cas, bon, c'est juste un socle, hein, et on n'est pas censé jouer au frisbee avec, donc un enduit de lissage de base, ça va très bien. Donc là vous voyez que j'y vais comme un bourrin. C'est pas un problème, dans le sens où quand il y a de grosses épaisseurs, hein, une fois que c'est sec c'est assez cassant, donc c'est très facile de refaire des arêtes nettes avec un scalpel ou un cutter ou une lame quelconque. Le but ici, c'est vraiment de tartiner pour avoir assez épais et qu'au ponçage, on retrouve quelque chose de bien lisse. Après ponçage, donc là, on a quelque chose, même si sur la vidéo, c'est pas forcément flagrant, en fait, toutes les stries, elles ont été comblées, donc même si ça paraît pas très propre, ça sera beaucoup plus flagrant une fois qu'on aura passé l'après. Là, l'état de surface est plutôt bon. Si ça suffit pas, rien n'empêche de mettre une deuxième couche et de reponcer pour avoir quelque chose de vraiment vraiment lisse. Bon, encore faut-il que ça soit vraiment utile. Dans notre cas, c'est pas ce qui est important. Alors oui, très important, après avoir poncé, surtout ne pas oublier de dégraisser. Moi je le fais à l'essence F, mettre de l'eau et du savon, ça marche aussi, et ça permettra une meilleure peinture par la suite. Donc là, on passe à la partie texturée. Là encore une fois, c'est pas obligatoire.
Moi pour cette partie j'utilise du gesso, gesso de chez Action pour changer. Pourquoi? Bah parce qu'il est vraiment pas cher et puis qu'il fait parfaitement le boulot. Encore une fois, on peut utiliser d'autres choses, on peut utiliser de la colle PVA, on peut utiliser de la colle à bois, enfin, tout ce genre de choses. L'avantage du gesso, c'est que pareil, ça se prête très bien à la peinture, puisque c'est de base un après pour les toiles, ou pour avant peinture en tout cas. Là, l'idée, c'est vraiment de faire une texture un peu plus personnalisée, un peu plus réaliste entre guillemets, et puis comme ça, on s'affranchit aussi de tous les petits sommets dus à l'impression 3D qui sont parfois un peu disgracieux et bon, honnêtement, on n'a pas envie de poncer tous ces petits interstices, donc on va surtout flinguer le matériel plutôt que de faire quoi que ce soit. Donc voilà, le principe ici, c'est de venir du coup coller de la matière réelle, réaliste, peu importe. Là, en l'occurrence, c'est du sable qui sert pour les machines à sabler, donc c'est du sable un peu grossier. Après, rien ne vous empêche de mettre du gravillon, même des petits cailloux si vous voulez, ça collera après sur le gesso, ou même si c'est peut-être pas l'idéal pour les gros cailloux, mais pour les petits graviers ou les choses comme ça pose pas de problème. Moi ici je veux quelque chose d'assez aride, donc je vais me contenter de faire l'intégralité avec du sable, d'abord à gros grains, et puis après avec des grains un peu plus petits, histoire déjà de combler les interstices, et puis de faire quelque chose d'un peu varié, histoire de donner un peu de matière. Alors voilà, vous verrez que je fais pas tous les bords, tout ça pour pareil, pour une question de relief, pour conserver un petit peu de dynamisme sur le sol. De toute façon, il y aura des éléments finaux qui viendront parfaire un peu l'illusion, et puis la peinture aidera aussi dans ce sens-là. Voilà, c'est donc là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. Si ça vous a plu, ou si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est toujours encourageant. À bientôt.